Alice, tout d'abord un grand merci puisque hier encore j'avais 20 ans et vous, hier vous étiez en Chine, donc merci d'être venu spécialement pour nous, donc comme ça vous avez des nouvelles fraîches. Peut-être d'abord un petit mot sur ce qu'ils ont dit, est-ce que ça vous paraît emblématique de la façon dont les Français appréhendent les relations économiques avec les Chinois, ou est-ce que ces deux-là, c'est deux oiseaux rares et il faut les garder, les mettre sous cage? Non, mais c'est passionnant pour nous, chercheurs, d'entendre des gens qui sont sur le terrain et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on entend dans divers secteurs, autant par les diplomates, mais aussi les entreprises de grandes entreprises, mais aussi d'entreprises de petite et moyenne taille qui essayent de s'implanter en Chine. C'est le besoin de fédération, le besoin d'échanger les expériences, d'échanger les connaissances du terrain, parce que la Chine n'est pas du tout un marché facile. La Chine est un pays extrêmement hétérogène, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et l'échange d'expériences est particulièrement important pour éviter les erreurs qui ont déjà été faites par d'autres et pour anticiper les évolutions du marché, l'évolution de la société, les évolutions même politiques du pays qui est quand même très opaque. Donc comprendre ne serait-ce que la situation politique, comprendre les nouvelles orientations lancées par les dirigeants chinois suite au 18e congrès permanent, par exemple, c'est très difficile. C'est difficile pour les entreprises, c'est difficile pour les chercheurs, c'est difficile pour les diplomates. Donc si on travaille tous ensemble, ça sera beaucoup plus facile. Bon, donc ça veut dire que vous serez évidemment preneuse de la to-do et not to-do list de Philippe Hérault sur ce qu'il faut faire avant d'aller en Chine. Peut-être un petit mot de l'actualité. François Hollande est allé en Chine. Il est resté 3 fois moins de temps qu'Angela Merkel et avant-hier, je crois, des patrons chinois sont venus à l'Elysée. Alors, on en est où de l'État sur les relations franco-chinoises? Est-ce que c'est plutôt mieux, moins bien? Est-ce qu'on se comprend ou est-ce qu'on se comprend toujours pas? Parce que ce qu'on a lu dans les médias, c'était que la visite express de Hollande, pour eux, c'était un vrai affront. Et qu'en Chine, il faut prendre le temps. On a eu quelques illustrations ce matin avec Barnabé Weiser qui a mis 5 ans avant de refaire sa place Tiananmen. Il faut s'inscrire dans un temps long. Ce n'est pas vraiment un affront, c'est encore trop tôt pour dire si, enfin pour faire un bilan des nouvelles relations bilatérales franco-chinoises. En fait, on est encore en première phase dans l'installation de la relation bilatérale avec des rencontres qui ont eu lieu récemment, mais qui sont les prémices de nombreuses rencontres à venir. C'est-à-dire qu'on va avoir le 50e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle en 2014. Donc 2014 va être émaillé toute une série de rencontres à haut niveau, rencontres politiques, mais aussi rencontres économiques, rencontres culturelles. Donc c'est au fur et à mesure de ces rencontres qu'on pourra évaluer si la relation de confiance a été établie, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'établir une relation de confiance, c'est très important avec les Chinois. Et c'est d'autant plus important que les 5 dernières années ont été marquées par des hauts et des bas dans la relation, avec des relations franco-chinoises parfois très bonnes, là je parle au niveau politique, et puis parfois assez mauvaises, qui ont dû être rétablies suite à des divergences de vues, par exemple relatives à la rencontre avec le Dalai Lama en 2008, avec le passage de la torche olympique à Paris. Et donc c'est un travail, on va dire, de prévision, d'anticipation de la relation, pas forcément de changement de position politique, mais en tout cas éviter cette relation en dents de scie, donner le ton et essayer de maintenir une relation sur les rails. C'est pas facile, donc c'est trop tôt pour faire le bilan. Ce qui est sûr, c'est que bon, on va avoir énormément de rencontres. Jean-Marc Ayrault va aller en Chine en automne. Xi Jinping, le président chinois, va venir en France au début de l'année 2014, donc pour la reconnaissance, l'anniversaire de cette reconnaissance de la République populaire de Chine par la France. Donc c'est un travail de long terme qui va au moins durer 3 ans. Alors justement, vous avez cité son nom, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire un point sur la nouvelle équipe dirigeante, parce qu'en France, il y a eu un changement majeur l'an dernier, tout le monde l'a bien vu depuis le 6 mai, le passage de l'ombre à la lumière, etc. Et en Chine, en revanche, on a l'impression que c'était plus feutré et qu'il y a une très grande continuité, mais est-ce que Xi Jinping, c'est vraiment Hu Jintao, ou est-ce qu'il y a des différences, notamment dans son approche de l'Occident? Alors, Xi Jinping n'est pas seul, c'est important de le cerner, mais ils sont 7 à gouverner en Chine. Le comité permanent en Chine, c'est 7 personnes. C'était 9 au temps de Hu Jintao. Maintenant, c'est une équipe plus resserrée, donc peut-être plus réactive, donc le consensus sera peut-être plus facile à établir. Mais il n'est pas seul, ils sont 7, et le poids des anciens dirigeants en Chine est aussi très important. Certaines rumeurs tentent à indiquer que la page de Jiang Zemin, donc c'est-à-dire pas l'ancien dirigeant mais celui avant Hu Jintao, est en train de se tourner, mais Hu Jintao reste influent, Wen Jiabao reste influent.
d'autres anciens dirigeants veillent dans l'ombre. Et il y a des factions au sein du parti particulièrement fortes, et donc cette rivalité entre factions empêche des réformes rapides et de grande ampleur. Connaître les nouvelles orientations politiques de Xi Jinping, c'est difficile. Vis-à-vis de l'étranger, alors il parle aujourd'hui du grand renouveau de la nation chinoise. Ce serait donc la période aujourd'hui, grâce à l'ascension économique de la Chine, la période où la Chine pourrait regagner la place importante qui lui est due sur la scène internationale. Et donc c'est plutôt une position assez, pas offensive, mais assez ferme sur la scène internationale. Ceci dit, la Chine continue à se positionner comme un pays en développement aussi. Donc la diplomatie chinoise est en une période de transition. Cette transition est difficile à effectuer parce que pendant 30 ans, on a eu une diplomatie chinoise plutôt discrète. Finalement, une Chine qui est concentrée sur elle-même parce qu'elle n'avait pas les moyens, mais aussi parce qu'elle a fait le choix d'intervenir peu à l'étranger. Aujourd'hui, la Chine doit protéger ses ressortissants, protéger ses intérêts économiques, ses entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, et ça demande une réorientation stratégique qui est en cours, mais qui est encore en cours. Donc la Chine reste dans un positionnement ambivalent entre pays en développement et grande puissance. Alors, vu de France, souvent, mais Jean-Christophe nous l'expliquait tout à l'heure à propos du complexe du monarque républicain, peut-être parce que nous, on voit tout à l'aune de Paris. Quand on lit les médias, ce que j'essaie de faire, on parle toujours de Pékin, 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 Pékin. Et en réalité, vous me disiez qu'au contraire, la Chine est un pays extrêmement hétérogène avec des réalités régionales très fortes et que, par exemple, si on veut avoir une approche économique du pays et une approche business, il ne faut surtout pas voir la Chine comme une entité monolithe. Non, tout à l'heure on parlait de l'intérêt de travailler en fédération ou d'échanger l'expérience, et c'est d'autant plus vrai pour la Chine parce qu'on a des écarts de niveau de développement très importants au sein du territoire. Bon, c'est pas un scoop, mais c'est nécessaire de le rappeler tellement ces écarts sont importants. Par exemple, pour donner une illustration, à Shanghai, alors sur la Chine, le salaire minimum légal, l'équivalent du SMIC chinois, varie d'une province à l'autre. Et il reflète aussi les écarts de développement économique d'une province à l'autre. Il peut varier de plus que 10%, quoi. Enfin, pour vous donner un exemple, à Shanghai, le salaire minimum légal est autour de 1300 yuan, donc autour de 150 € à peu près par mois. Salaire minimum légal à Shanghai. Alors que dans la province du Gansu, qui est une province du nord-ouest du pays, une province pauvre, on est tout simplement à 50%. On tourne autour de 70-75 € par mois. Vous voyez, donc c'est le même pays avec des écarts voilà, du simple au double d'une province à l'autre. Alors il y a des différences très importantes entre les provinces. On parle souvent du décalage côte est, sud-est développé, où Deng Xiaoping avait largement poussé à l'ouverture et à l'investissement direct étranger dans les années 80, et un pays des provinces centrales et occidentales qui seraient beaucoup moins ouvertes et moins développées. Il y a cette différence-là qui est réelle, mais il y a aussi des différences de niveau de développement très importantes au sein même des provinces, entre les zones urbaines et les zones rurales. Et il y a même une troisième différence au sein même des villes. On a deux types de population, une population de résidents permanents qui bénéficient d'accès aux services publics et d'accès à la protection sociale de la ville, alors que les migrants qui n'ont pas de permis de résidence sont dans des situations beaucoup plus délicates, avec des revenus inférieurs et forcément un pouvoir d'achat très inférieur. Alors peut-être pour conclure, un dernier point un peu important, on est effectivement au Forum Ozon La France, on est dans une chambre de commerce et d'industrie, et puis il a été dit par les intervenants précédents que c'était peut-être la bonne méthode pour aborder la puissance chinoise, c'était de fonctionner par pôles, et notamment par pôles régionaux, et de s'appuyer comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est ce que font les Allemands, ils fonctionnent par Länder, et c'est comme ça qu'ils s'approchent ? Bon, les Allemands travaillent plus en fédération que les Français en Chine, jusqu'à présent, mais ça peut changer. Et aussi, Angela Merkel avait compris l'intérêt des provinces assez tôt, et donc, par exemple, dans ses visites officielles, elle allait vraiment en profondeur dans le pays. Elle a quitté Pékin, elle quittait Shanghai, elle allait 4 jours en province. Et c'est vrai que ça porte ses fruits dans un pays où la relation personnelle est très forte, dans un pays où on fait très attention à l'étiquette, au niveau, au rang des représentants d'États étrangers qui visitent les provinces. Tout ça, ça compte, c'est des symboles qui comptent.
Aujourd'hui, en France, on a une volonté de développer ce qu'on appelle la diplomatie des territoires, c'est-à-dire une diplomatie directe entre les régions et les provinces chinoises, par exemple. Ce n'est pas propre à la Chine, cette diplomatie des territoires, mais elle est particulièrement légitime vis-à-vis du marché chinois. Donc, dans un pays si hétérogène, avec des différences si importantes de développement, identifier au cas par cas, ville par ville, pays, région par région, province par province, les besoins et l'intérêt de l'expertise française par rapport à ces besoins précis est intéressant. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté de développer cette diplomatie de territoire par intermédiaire notamment des représentants des villes françaises, des régions françaises aussi, qui ont des bureaux présents directement sur le marché chinois, en Chine. Et il y a aussi une volonté de diversifier les domaines de coopération. Aujourd'hui, on connaît la coopération dans le domaine du nucléaire civil entre la France et la Chine, dans le domaine de l'aéronautique, parmi d'autres. Il y a une volonté de diversifier la coopération et de développer les coopérations, notamment entre les PME chinoises et françaises dans le secteur de l'agroalimentaire, de la santé, du développement urbain durable et du numérique. Alors, ce n'est pas des secteurs qui ont été évoqués par hasard, c'est parce que ça répond à un besoin en Chine, agroalimentaire, dans un contexte de scandale alimentaire très important, puis d'un développement aussi très important de ce marché dans certaines provinces. Développement urbain durable, alors que la Chine s'urbanise, mais manque encore de réseaux, de certains réseaux, par exemple de métro, mais aussi de traitement des déchets. Voilà, il y a toute une industrie qui est nécessaire dans certaines provinces, et c'est peut-être dans ces domaines-là que l'expertise française et les besoins chinois sont complémentaires, mais encore faut-il faire la bonne analyse stratégique en amont, et cette analyse stratégique pourra n'être que de meilleure qualité si elle se fait en fédération. Juste d'un mot, parce que je connais la prudence proverbiale des chercheurs, et je sais que vous ne voulez pas aller trop vite, mais Philippe Hérault rappelait tout à l'heure que Jean-Pierre Raffarin est un homme politique extrêmement reconnu en Chine maintenant. François Hollande a nommé Martine Aubry comme notre ambassadrice spéciale en Chine. Alors est-ce qu'elle a aidé au rapprochement franco-chinois ou pas? Est-ce qu'elle fait un bon boulot là-dessus? Moi, je viens de Lille, vous savez, ah oui. elle est maire de ah oui, il y a Lille. conflit d'intérêts, alors vous ne pouvez pas répondre. Donc je ne suis pas neutre. Non, non. On me fait des signes dans l'assistance avec un pouce vers le bas, qui est un signe que je ne comprends pas. Non, non, mais on vient de parler de fédération. Plus il y a des représentants, plus il y a des gens qui travaillent sur la question, mieux c'est. Aujourd'hui, à la fois Martine Aubry et Jean-Pierre Raffarin travaillent sur la question, et pourquoi pas. Il n'y a pas de conflit d'intérêts à ce niveau-là. En tout cas, moi, j'en vois pas à l'étranger. Peut-être au niveau national, mais pas à l'étranger. Merci beaucoup, Alice Ekman, à nous avoir aidé à voir plus clair dans les relations franco-chinoises. Merci beaucoup.